Salutations à tous, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Merci d'être branchés aussi nombreux à suivre Entretien, votre programme auquel vous avez certainement déjà pris goût. Entretien, comme vous le savez, Entretien, c'est une tribune d'expression organisée par Nouveau Congo Télévision. Question d'accorder la parole aux leaders d'opinion, pourvu qu'ils s'expriment à leur aise. Alors, Entretien, comme vous le savez, c'est un rendez-vous, une sorte de coprésentation. Solange Toumba est bien là. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Cissé Traoré, merci encore une fois. Alors, Ben Limboa, merci d'être là. Merci beaucoup Cissé Traoré. C'est toujours un plaisir d'être là au devant de caméra pour donner l'information aux Congolais qui sont disséminés de par les mondes. Très bien. Alors, on va ouvrir le bal tout de suite là, dans le cadre de ce numéro. Vous qui nous suivez, nous vous signalons que nous sommes en direct de Nouveau Congo Télévision. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez aussi en dehors de nos frontières, et ce, grâce à nos différentes plateformes digitales. Merci de rester branchés. Alors, comme vous le savez, Entretien, c'est un rendez-vous des gros poissons. Évidemment, nous en avons un sur ce plateau, c'est un habitué d'Entretien, il ne vient pas pour sa première fois, lui c'est Alain Daniel Shekomba. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Cissé, merci de me recevoir. Alors, c'est avec lui que nous allons discuter aujourd'hui des différentes questions d'actualité. Comme vous le savez, l'actualité est abondante, il y a de nombreuses questions qui touchent à la vie nationale. Il y a évidemment le dossier CENI qui est perpétuel, qui continue, n'est-ce pas, à faire parler. Nous allons aussi parler de ce dossier, évidemment, le dossier RAM, qui jusqu'à-là n'a pas dit son dernier mot. Évidemment, il y a eu ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, mais écoutez, il y a une frange et des députés et de la population qui ne décolèrent pas. Il y en a qui estiment qu'on devait carrément supprimer cette... je vais dire taxe, mais que le ministre appelle rémunération de service. Nous parlerons aussi de la question, des questions économiques qui concernent la République du Congo. Vous savez que pour des questions d'investissement, le président de la République venait d'être en Arabie, plutôt aux Émirats arabes unis, où 7 accords ont été signés entre la partie congolaise et celle émirati. Nous parlerons aussi politique. Évidemment, il y a une marche qui est prévue, une marche de la coalition Lamuka, comme vous le savez, qui est prévue ce 16 octobre. Et aussi, si le temps nous le permet, nous dirons un mot sur les revendications des enseignants. Vous savez que la rentrée a eu lieu, évidemment, en titubant, bien évidemment, mais quand même, elle a eu lieu. Pendant ce temps-là, les grèves se poursuivent ça et là. Les enseignants qui multiplient des revendications. Je vous informe qu'une plainte a d'ailleurs été déposée ce jour par une coalition des syndicats des enseignants, aujourd'hui, ce jeudi, contre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Nous allons en parler dans le cadre de ce numéro. Alors, Alain Daniel Shekomba, vous avez certainement entendu parler de RAM, étant entendu que vous êtes vous-même spécialiste du secteur. D'abord, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréhension vous avez sur RAM? Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'en parler en RDC ou qu'il faille le renvoyer à plus tard? En fait, je fais partie d'un groupe sur WhatsApp qui s'appelle Acteurs du numérique congolais, ADN. Et c'est depuis, je pense, fin 2019 que cette question des RAM avait commencé. Et dès le départ, j'avais dit aux gens du groupe que cela n'était pas opportun parce que ça me rappelait un peu les GoPass. Ça me rappelait un peu les GoPass, mais pire encore, les segments qui payent les services des RAM est beaucoup plus important que les segments qui payent le GoPass. Parce que les segments qui payent les GoPass, c'est les segments des gens qui voyagent, qui peuvent avoir un peu d'argent. Évidemment. Voilà. Et RAM, ça impacte toute la population, même les segments les plus démunis. Et c'était incompréhensible, aussi incompréhensible que le GoPass
Parce qu'en fait, cet argent, si l'argent qui était perçu pour le Go Pass ou les 5 dollars que nous payons régulièrement pour l'hôtel de ville à l'aéroport, servait à quelque chose dans la vie de la population. Ah donc vous parlez de l'impact de Voilà. l'argent collecté. Voilà, de l'impact de l'argent collecté, on pouvait se dire, bon, au moins, il y a la traçabilité de cet argent et cet argent sert à quelque chose. Mais RAM, moi je trouve qu'il est anormal que les téléphones qui payent déjà la douane, les téléphones qui sont, comment dirais-je, contrôlés par l'OCC, puissent être considérés comme des téléphones contrefaits et que le registre des appareils mobiles est en train de combattre la contrefaçon des appareils téléphoniques. Alors, pourquoi ne pas tout simplement stopper l'entrée de ces téléphones contrefaits en République démocratique du Congo? Ça, c'est un. Deuxième chose, pourquoi faire supporter la police des appareils contrefaits aux consommateurs congolais, alors que ce n'est pas le problème des consommateurs congolais, c'est le problème des fabricants. Si les fabricants pensent qu'ils doivent protéger la marque Samsung, qu'ils doivent protéger la marque Apple ou Huawei, c'est à eux de payer de l'argent pour renforcer la police ou la sécurité de leur marque. Mais ce n'est pas aux Congolais de payer pour sécuriser les fabricants internationaux. Ça, c'est quelque chose qui est totalement illogique pour moi. Très bien, mais le ministre estime qu'il s'agit là d'une recommandation de l'UIT. À ce titre-là, nous, République démocratique du Congo, étant membres de l'UIT, si une obligation internationale s'impose à nous, quoi de plus normal que de s'y accommoder? Mais pourquoi le Congo-Brazzaville, pourquoi la Guinée équatoriale, pourquoi le Cameroun, pourquoi la France, pourquoi tous ces pays n'ont pas respecté, si c'est réellement une recommandation de l'UIT, le ministre, est-ce que le ministre a lu cette recommandation de l'UIT? Est-ce que le ministre a montré à tout le monde cette recommandation de l'UIT? Pourquoi la République démocratique du Congo s'est précipitée à rançonner sa population en mettant en place une recommandation de l'UIT dont d'autres pays ne se sont pas précipités à mettre en place? Moi, écoutez, mon point de vue là-dessus est que ils ont pris les modèles du GoPass, n'est-ce pas? Et les segments, ça veut dire les gens concernés par l'argent du GoPass étant tellement étroits, ils ont élargi dans un secteur où ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent. Non, je suis sérieux. Parce que de toutes les façons, quel est l'impact? Qui gère les comptes? Où est logé l'argent perçu? Pas d'IRAM. Mais justement, pour en quelque sorte donner réponse à cette question-là, le ministre devant l'Assemblée nationale a estimé que c'était géré par la RPTCE, mais au-delà de ça, puisqu'on parle des retombées de la perception de cette taxe vis-à-vis de la population, le ministre a fait mention du soutien à la gratuité de l'enseignement, il a fait mention des Wi-Fi installés ça et là dans les universités. Attendez. Mais c'est l'impact dont vous parliez tout à l'heure. Non, attendez. Le ministre, hier, il avait dit qu'il ne gérait pas cet argent, n'est-ce pas? Alors, comment il sait que cet argent est envoyé pour soutenir la gratuité de l'éducation? Parce que ce n'est pas lui le gestionnaire, n'est-ce pas? C'est contradictoire. S'il n'est pas gestionnaire, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec les allocations concernant cet argent. La question est peut-être, disons, transdimensionnelle, au point que lui, en tant que ministre, il est peut-être dit qu'il est consulté avant de mettre en place... Non. Écoutez, c'est une discussion, c'est un argumentaire qui a évolué pour se sauver tout simplement. Au départ, il avait compris qu'il avait dit quelque chose qui pouvait heurter la sensibilité des Congolais. Parce que quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on ne peut pas dire que l'argent qu'on est en train de nous prendre autrement par les téléphones finance la gratuité de l'enseignement. Vous vous rendez compte?
Alors, il a changé de discours, mais tout en ne maîtrisant pas le dossier. Moi, je suis clair qu'il ne maîtrise pas le dossier. Ah bon. Voilà. Je suis clair qu'il ne maîtrise pas le dossier. Très bien. Alors, Ben Libre. Alain Daniel Chekomba, j'ai envie de dire, concrètement, êtes-vous pour ou contre la suppression de cette taxe, que je pourrais dire taxe? Écoutez, moi, je suis pour la suppression de tout ce qui permet aux gouvernants congolais de renflouer les poches tout en rançonnant la population congolaise. Vous vous rendez compte? Ça fait plus de 10 ans que nous avons le Go Pass. Moi, je voyage chaque fois, je paye $50 et puis quelques années après $5 de l'hôtel de ville. Je peux dire que depuis que je voyage, j'ai déjà payé plus de 20 ou 50 000 $ dans les caisses de l'État. Bon, ou dans n'importe quelle caisse, je ne sais pas quel est le compte qui perçoit cet argent, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle caisse, mais je n'ai jamais vu l'aéroport de Kinshasa ou les aéroports de la République démocratique du Congo améliorer leurs conditions d'accueil des passagers et des appareils volants. Ok? Alors, aujourd'hui, quelle est l'amélioration dans les secteurs des télécommunications et dans la vie des Congolais par rapport à la taxe des RAM? On ne voit pas parce qu'on ne sait pas non plus dans quelle caisse cet argent est en train de partir. Je veux dire des possibilités. La première possibilité que je trouve totalement irresponsable, c'est de dire supprimer cette taxe. Ok? La deuxième possibilité que je trouve responsable, c'est d'auditer la gestion de cette taxe et puis de réorienter cet argent pour soutenir l'état de siège, payer les enseignants et ainsi de suite. Parce que l'État a besoin d'argent. Voilà. Donc, ma première proposition, irresponsable. Je trouve que c'est très irresponsable de De supprimer simplement. Oui, de supprimer simplement cette taxe. Et j'assume mes propos. Et la deuxième proposition que je trouve responsable et faisable, qui a fait quoi avec cet argent, n'est-ce pas? Quel est le montant exact de cet argent qui reste? Et maintenant, quelles sont les priorités auxquelles l'État doit faire face? Moi, je pense que l'une des priorités, c'est supporter les militaires qui se battent au front avec l'état de siège. Une autre priorité, c'est de bien payer les enseignants pour garantir la qualité de l'éducation. Voilà. Puisqu'on en parle, je vous prie d'être... Puisque vous en avez fait mention, vous avez dit ici qu'on peut infecter cet argent pour soutenir les militaires à l'état des sièges. Aujourd'hui, auparavant, vous avez dit que l'état des sièges visait la balkanisation du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait? Quel argumentaire vous vous êtes fait pour pouvoir balayer d'un revers de main votre point de vue de la fois passée? Écoutez, j'étais contre l'état des sièges pour des raisons que j'avais données, parce que je savais que nos militaires n'étaient pas suffisamment équipés et ils n'étaient pas suffisamment bien payés pour faire face à cette guerre. Ok? Et que cela allait intensifier les violences pour rien. La décision est prise. Je ne peux pas continuer à discuter aujourd'hui pour dire que je suis contre l'état de siège quand nos militaires sont déjà engagés au front. La seule chose que je peux faire, moi, c'est de recommander au gouvernement de leur donner suffisamment de moyens, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent terminer cet état d'insécurité. Voilà. Alors si on vous demande, je vous prie d'être... Allez-y. Si on vous demande de pouvoir, de manière personnelle, de pouvoir évaluer cet état de siège, vous accolerez combien de pourcentage à... Quelle cote réserverez-vous? Merci si c'est pour... à la matérialisation de l'état de siège. Même l'armée la plus forte au monde a quitté l'Afghanistan dans les conditions que vous connaissez, parce que cette armée la plus forte au monde était en train de faire face aux gens déterminés qui avaient des raisons beaucoup plus profondes de pouvoir faire la guerre. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en face d'une guérilla, des petits groupes de personnes qui sont en train de faire carrément du terrorisme. Et pour faire du terrorisme, il faut beaucoup de moyens et il faut du temps.
Parce que l'armée américaine a fait 20 ans en Afghanistan, mais l'armée américaine n'est pas arrivée à vaincre totalement les talibans. Ok, donc il est très tôt, je pense que l'état de siège a commencé il y a quelques mois seulement. Il est encore trop tôt pour commencer à dire que bon, c'est un échec ou c'est une réussite. Moi, je pense qu'il faut prendre cet état de siège au sérieux. Quand nous allons, parce qu'en fait, pourquoi nos frères, nos sœurs et peut-être nos enfants ou nos parents se battent là-bas, c'est pour sécuriser notre pays. Ce n'est pas pour des raisons politiques. C'est pour sécuriser notre pays, sécuriser nos citoyens et notre territoire. Et même si nous avons des convictions politiques qui diffèrent de ceux qui gouvernent aujourd'hui, cela ne nous donne pas le droit de cracher sur les efforts de nos militaires. Donc, il faut doter aux militaires des moyens nécessaires pour qu'ils puissent restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays. Très bien. Alors, je signale, avant de donner la parole à Solange Toumba, que une plénière est d'ailleurs en cours en ce moment à l'Assemblée nationale pour la prorogation pour une 10e fois de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Alors, avant d'accorder la parole à Solange Toumba, je voudrais revenir sur le DCRA. Est-ce que ce que l'on ressent comme, je veux dire, résistance dans l'opinion vis-à-vis de cette taxe RAM, est-ce n'est pas le fait que l'on n'a pas la culture de l'impôt, de la taxe, ou c'est le fait qu'il y a vraiment une opportunité de mettre en place la taxe RAM? Non. C'est simple. Est-ce que ce n'est simplement pas parce que les gens n'aiment pas payer la taxe, Non. que pour autant, lorsque vous leur dites payer ceci, ils s'énervent? Non, le problème c'est que les gens ne voient pas ce que l'État fait avec les taxes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne payait pas les 16% de TVA, n'est-ce pas? Mais on a imposé les 16% de TVA, mais on n'a pas vu des changements dans la qualité de service que l'État est en train de fournir, n'est-ce pas? Donc, je pense que la taxe de TVA a été appliquée à partir de 2014 ou 2015. À l'époque, on ne payait pas 16% sur tout ce qu'on avait acheté. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu augmentation des prix. Ça veut dire que l'État a eu une taxe de 16% sur tous les services de la République démocratique du Congo, mais la qualité des services publics est toujours, se détériore, voilà, se détériore au jour le jour. On avait dit qu'il faut payer les GOPAS pour qu'on puisse construire l'aérogare, qu'on arrange la piste, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de payer cet argent. On n'a jamais, quand vous atterrissez à l'aéroport de Kinshasa, vous avez des trous. Vous avez des trous sur la piste. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la taxe des rames, il ne faut pas dire que le Congolais ne veille pas payer des taxes parce qu'il paye déjà beaucoup de taxes et les entreprises sont surtaxées. Il y a plusieurs taxes au niveau des entreprises. Donc je pense que c'est une mauvaise conception de dire que les Congolais ne veulent pas payer, mais il faut que les gens sachent pourquoi on paye les taxes. Nous donnons à l'État les moyens de nous protéger. Nous donnons à l'État les moyens d'améliorer nos conditions de vie, n'est-ce pas? Mais si nous payons, nous donnons à l'État les moyens de nous protéger et d'améliorer nos conditions de vie, et que nos conditions de vie ne s'améliorent pas, est-ce que cela va nous encourager à continuer à payer? C'est ça la question. On impose aux Congolais, on est en train de racketter les Congolais. Voilà, c'est ça le problème. Très bien. Alors, Solange Toumba. Voilà, merci Cissé pour la parole. Alors, d'un côté, vous dites qu'il faut supprimer ces taxes, mais de l'autre, nous avons vu les étudiants qui se sont soulevés pour manifester. Justement. Parce que si on supprime en tout cas ces taxes, ils n'auront plus de Wi-Fi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Vous vous rendez compte, moi je suis gestionnaire, ok? Et quand on est gestionnaire, on n'individualise pas les problèmes et on ne favorise pas la minorité, n'est-ce pas? Quel est le nombre d'étudiants par rapport au nombre global de la population qui est rackettée à cause de cette taxe? Vous vous rendez compte?
Aujourd'hui, il ne faut pas prendre un petit groupe de gens intéressés et dire que ce petit groupe de gens est en train de dire que... Il y a aussi certains programmes au sein de l'EPST qui sont soutenus par RAM. Écoutez, l'argent du RAM devait aller directement dans le compte du trésor public et non dans le compte de l'ARPTC. OK? Parce que c'est de l'argent de l'État. Et que dans les budgets, parce que cet argent n'apparaît pas dans les recettes recensées de l'État, n'est-ce pas? Donc, et que en fonction du budget bien déterminé de l'enseignement en République démocratique du Congo, qu'on dise officiellement que la taxe du RAM contribue à telle hauteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas une histoire où, bon, quand on veut, on dit il y a un petit programme qui est en train de suivre. C'est ce que j'appelle l'irrationalité de la gestion. Mais il faut rationaliser la gestion. Moi, je trouve, et je vais vous dire, je l'ai dit, si je suis irresponsable, je vais dire qu'on supprime. Et je pense que les députés nationaux, à leur niveau, n'ont pas la bonne information par rapport au fonctionnement des institutions. Parce qu'en fait, au lieu d'inviter les ministres, ils auraient dit inviter le président de l'ARPTC. Parce que c'est le président de l'ARPTC qui a mis en place... Évidemment, il était là. Il était là accompagnant le ministre. Non, mais il a accompagné le ministre sur base de quoi? Parce que lui, il est relié à la présidence. Et là, il faut maintenant que le Conseil des ministres prenne la décision s'il faut supprimer la taxe ou pas. Alors, au cas où les conseils n'arrivent pas à supprimer ces taxes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va suivre? Je n'ai pas dit, j'ai des propositions. Une proposition même irresponsable. Une proposition irresponsable parce qu'il y a déjà de l'argent qui entre dans les caisses de l'État et que cet argent peut être orienté dans des priorités comme soutenir notre armée qui se bat à l'est du pays ou comme améliorer les conditions de vie des enseignants pour améliorer la qualité de l'éducation. J'ai dit ça bien clairement. OK? Donc, moi je proposerais, mais avant de réorienter cet argent vers ses priorités, il faut savoir combien d'argent a été perçu, combien d'argent a été dépensé et dans quoi. N'est-ce pas? C'est ce que je dis, auditer et réorienter. Voilà. Donc, si le Conseil des ministres doit se décider, si ils veulent être populistes et irresponsables, ils vont supprimer la taxe. Mais si ils veulent réellement jouer le rôle de dirigeants qui pensent au bien-être de ces pays, ils vont réorienter cet argent en fonction des besoins prioritaires. Très bien, ça c'est bien dit. Alors, on va à présent aborder la question, le dossier CENI. Vous savez certainement que un nouvel ultimatum avait été donné des 72 heures, lequel n'a rien produit du tout. Les confessions religieuses ont continué à se rentrer dedans. Il y en a qui donnaient conférence de presse par-ci, les autres par-là, s'accusant mutuellement. L'abbé Chollet, je cite, a dit tantôt qu'il y en a qui sont venus le voir pour dire le candidat Kadima, c'est le candidat du chef, il faut laisser passer. Bref, on se rend compte que le statu quo continue et qu'il faille que la République avance quand même. De votre point de vue, c'est quoi la clé qui manque pour déclencher l'avancement du processus? Écoutez, je me suis engagé en politique, pas dans une école de théologie. Ça veut dire que je n'ai pas du tout l'ambition de devenir prêtre ou clergé. Donc, je vais parler du point de vue de quelqu'un qui se prépare à gouverner. Ok? Nous devons respecter les lois et la constitution de la République démocratique du Congo. Il y a une loi organique sur la CENI qui dit que les confessions religieuses désignent le président de la CENI, jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Et il y a une charte des confessions religieuses qui dit qu'ils décident sur base du consensus. Mais s'il n'y a pas consensus, il y a l'article 17 qui leur demande de passer au vote, n'est-ce pas? Et pourquoi les confessions religieuses sont en train de prendre le pays en otage alors que nous devons respecter les délais constitutionnels
des élections. Ça veut dire que nous devons respecter la Constitution. Donc, pourquoi tourner en rond? Pourquoi le Parlement doit donner les 72 heures chaque fois? Ils doivent rappeler aux confessions religieuses de respecter l'article 17 de leur charte qui leur demande de passer au vote pour désigner le président de la commission électorale indépendante tel que voulu par la loi organique organisant la CENI. C'est tout, c'est ça mon point de vue. Ce qui veut dire que les 6 vont l'emporter. Parce que nous connaissons d'ores et déjà que les 6 ont un candidat qui n'est pas celui des 2 autres. Je vais vous dire si c'est... Nous ne devons pas privilégier, comment dirais-je, les solutions extra-institutionnelles, extra-constitutionnelles par rapport à la Constitution et aux institutions. Nous sommes en train de tuer la démocratie. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut respecter la loi. Quand nous commençons à respecter la loi, c'est en ce moment qu'on commence à construire la démocratie. Même si cette loi est mauvaise pour l'instant et que nous pensons que la majorité des Congolais trouvent que la loi est mauvaise, c'est une occasion pour nous les politiciens, quand nous allons faire la campagne prochainement, n'est-ce pas, de dire aux Congolais que la loi organique de la CENI est mauvaise par rapport aux désignations des membres de la CENI. Votez-nous, envoyez-nous dans les institutions, comme ça nous allons modifier cette loi. Mais si chaque fois on doit commencer à, comment dirais-je, des discussions inutiles qui n'ont rien à voir avec la Constitution, avec les lois qui régissent la République démocratique du Congo, ni même avec la charte qui régit les confessions religieuses. Moi je trouve qu'il est inutile que le Parlement puisse créer des commissions paritaires aussi longtemps qu'on n'a pas encore vidé, n'est-ce pas, les dispositions de la charte. Oui. Mais justement, puisque vous pensez qu'il faille aller au vote, les 2 autres ont avancé un argument. Vous êtes parmi les compétiteurs, vous pourriez être candidat en 2023, mais si l'on va au vote, évidemment, ça voudrait dire que Kadima passe, malgré les griefs portés contre lui par les 2 autres confessions religieuses. Donc, vous qui allez compétir, ne venez pas vous plaindre en 2023. Écoutez, au cas où les résultats ne reflétaient pas... écoutez, je ne vais pas me plaindre et je pense que ça ne sert à rien. Parce que nous avons déjà un précédent, n'est-ce pas? En 2018, soi-disant, le président Kabila avait le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante, de la Cour constitutionnelle, de l'armée et tout. Est-ce que c'est pour autant que c'est son dauphin qu'on disait qu'il allait gagner à tout prix est président de la République aujourd'hui? Personne ne peut devenir président de la République contre la volonté populaire. Je pense que nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs. Nous sommes en train de polluer les esprits des Congolais pour mettre le doute dans leurs esprits sur, comment dirais-je, l'efficacité des élections. Moi je dis, et je l'ai dit dès la première fois quand j'étais ici, je n'individualise jamais les problèmes pour ne pas individualiser la solution. Ok, Kadima c'est un humain, n'est-ce pas? Et si les gens qui pensent être intelligents, chaque fois on individualise, c'est Kabila les problèmes, c'est Nanga les problèmes, c'est Kadima les problèmes, c'est Shekomba les problèmes. Et moi je me rappelle toujours, je sais que l'église catholique, surtout l'église catholique, je ne suis pas en train de comment dirais-je, de pointer du doigt. Voilà, je vais vous faire un syllogisme tout à fait simple. Il y a un rapport qui a été publié en France où on a trouvé qu'il y a des prêtres qui ont abusé des jeunes enfants. Certains prêtres, je dis. Et si on veut être de mauvaise foi, parce qu'on est dans le registre de mauvaise foi, on va généraliser. Non, on dit quelques prêtres ont abusé des enfants. Or, ces prêtres sont de l'église catholique. Donc l'église catholique abuse des enfants. C'est ça l'individualisation. C'est une erreur logique grave. Ok? Donc, il faut que tout le monde, nous voulons tous les élections.
Mais nous voulons par-dessus tout le respect de la Constitution et pas le retard à cause de l'Inquisition. Ok. Donc il faut qu'on passe vite, qu'on respecte la charte, que Kadima soit élu, ou que X ou que Y soit élu, ou que le président Tshisekedi contrôle la commission électorale indépendante et la Cour constitutionnelle. On va y aller. Nous allons poser la question à la population congolaise si elle est plus heureuse en 2023 avec le président Tshisekedi qu'avec le président Kabila en 2018. Très bien. Et la population va sanctionner ou récompenser selon les réalisations du président Tshisekedi. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Et je suis contre l'inquisition et la généralisation hâtive de dire tous les catholiques abusent des enfants. Merci. Alors, Solange Tomba. Voilà, j'espère que vous avez peut-être suivi la déclaration qui a été faite par le conseiller en communication qui gère la communication des églises de réveil du Congo. Il a dit, ils accusent par contre le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas eu le temps de rendre public le rapport de la commission paritaire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Non, moi je ne pense pas que la commission paritaire puisse avoir un problème ou la commission paritaire puisse avoir le droit d'exister aussi longtemps qu'on n'a pas encore vidé les dispositions de la charte. Elle est légale. Les confessions. Oui, Non, mais en fait, non, mais elle anticipe, elle entre, cette commission entre. Okay. Je pense que la commission devait d'abord pousser les églises en disant exploitez votre charte jusqu'au bout, n'est-ce pas? Que dit l'article 17 de votre charte? En cas de non-consensus, vous organisez les élections. Et les élections, comme je l'ai dit, et c'est clair dans les chartes, une église, une voix. Ce n'est pas le nombre d'adhérents d'une église qui détermine le poids, poids, justement. Le poids de voix. En termes de... Donc, vous savez, je dis et je continue à le dire. Quand je suis arrivé ici en 2018 pour être candidat, j'avais un esprit très ouvert où j'avais dit la machine à voter c'était une bonne chose, ça allait réduire les coûts et les temps de traitement des résultats et consorts. Tout le monde m'a qualifié de corrompu, qui a été corrompu pour être, comment dirais-je, perturber les élections. Et malheureusement, j'étais le seul candidat à ne pas avoir touché la machine à voter pour voter, et j'avais quitté le processus le 28 décembre. J'avais même voyagé. Parce que vous avez déjà su au préalable que vous allez perdre. Non, ce n'est pas ça. Ça sont des bêtises, ça. Et je ne vais pas entrer dans ces débats de bas étage. Tout celui qui veut me ramener dans ces débats de bas étage, je l'arrête. Parce que je ne suis pas venu pour être candidat, parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Je suis venu parce que je pense que le Congo mérite mieux que la classe politique qui est là aujourd'hui ou que les gens qui dirigent aujourd'hui. Or, malheureusement, ces gens, je pense qu'ils ont étudié dans des écoles où l'inquisition est le mode de vie. Ça veut dire, on fait des déclarations sans preuve, juste dans le but de discréditer les autres ou de polluer leurs esprits. Et je pense que je me suis suffisamment préparé maintenant pour ne pas être pollué par ces individus que je connais très bien. Ok, alors il y a une opinion qui pense que si aujourd'hui les confessions religieuses n'ont pas pu nous proposer les nouveaux animateurs de la CENI, c'est parce que la SYNCO et les CC sont en train de suivre de près toutes les lignes leur dictées par la MOUCA. Est-ce que vous partagez le même avis? Je vais vous dire clairement, je m'en fous. Et pourquoi? Je m'en fous de ce que fait la MOUCA, je m'en fous de ce que fait la SYNCO. Ce qui est important pour moi, c'est la désignation des animateurs de la CENI et que le travail de préparation et d'organisation des élections commence. Ok? Donc, comment dirais-je, les racontards, les suppositions, je suis un scientifique. Je base mes réponses et mes réflexions sur base des faits, non sur base des les ont dit. Je me rappelle encore, j'étais étudiant quand Mobutu disait Kinshasa est comme Touba Touba, oh balobi, oh les balobiens et les balobiennes. Voilà. Et donc, cette façon de vivre n'a pas encore changé depuis l'époque de Mobutu. Tout le monde c'est balobi, balobi, balobi. Mais là, c'est même le président Kamba, Dodo Kamba, l'a mentionné.
Disons quoi? Qu'il y a eu un parti politique de l'opposition qui avait une main noire derrière la Synco. Écoutez, ces accusations-là, je les classe dans le cadre de l'inquisition qui avait détruit l'Europe au Moyen-Âge. Voilà. Donc, on est en train de distraire la population congolaise. En 2018, on a eu plusieurs marches contre la machine à voter. Et je lisais même un document où le CLC avait écrit 10 raisons pour ne pas utiliser la machine à voter. Mais ça m'étonne. Le CLC a déclaré un vainqueur, n'est-ce pas, après les élections avec la machine à voter. Mais où sont passées les 10 raisons pour ne pas utiliser la machine à voter? Vraiment, je ne veux pas passer mon temps avec ces gens. Sérieusement. À toi. Un panel des ambassadeurs, dont celui des USA, Mike Hammer pour ne pas le citer, de l'Espagne, ainsi que celui de la Grande-Bretagne, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, vont en Kamba ce 21 octobre pour négocier la mise en écart du candidat Denis Kadima. Est-ce qu'après 21 ans full d'indépendance, cette posture, cette façon de faire les choses, est-elle bonne ou mauvaise? Parce qu'on ne peut pas, selon une certaine opinion, continuer à recevoir les dictats venant de pays extérieurs. Mais vous savez, ce n'est pas un enfant qui décrète qu'il est devenu adulte pour que ses parents puissent lui donner la liberté d'agir comme un adulte. C'est son comportement qui va faire voir aux parents que cet enfant a la capacité de réfléchir par lui-même, de prendre ses responsabilités et d'agir. Mais si chaque fois qu'on approche des élections, les Congolais agissent comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Il faut que d'autres personnes puissent résoudre leurs problèmes. Nous ne devons pas nous plaindre de notre propre incapacité de prendre nos responsabilités. Parce que si les Congolais, les églises et tous ces gens qui font l'inquisition ont respecté la Constitution, ont respecté la charte des confessions religieuses et qu'ils ont désigné les animateurs de la CENI, vous pensez bien que ces ambassadeurs allaient intervenir dans les problèmes internes de la République démocratique du Congo? Non, nous devons nous plaindre nous-mêmes. Nous ne devons pas commencer à pointer du doigt sur d'autres personnes pour dire parce qu'ils nous considèrent comme des enfants incapables de prendre des responsabilités et de résoudre leurs problèmes. Moi, je comprends bien. On ne peut pas laisser un pays comme la République démocratique du Congo s'effondrer à cause de l'incompétence de ceux qui disent qu'ils sont capables de diriger ces pays aujourd'hui, qui sont dans les institutions, et ceux qui disent qu'ils sont capables de diriger ces pays demain parce qu'ils sont dans l'opposition. Voilà, c'est notre défaillance qui fait que les autres puissent entrer en jeu. Que répondriez-vous à ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas, je veux dire en simultané, organiser le processus électoral, passez-moi les pléonasmes, le processus électoral et le recensement, parce que ça favoriserait le glissement en 2023. On n'aura pas d'élection en 2023. Vous partagez ce point? Je ne partage pas ce point. Je ne partage pas ce point. Je vais vous donner un exemple tout à fait simple. Même ici au Congo-Brazzaville, avant d'avoir une SIM, vous devez vous enregistrer avec l'empreinte digitale. N'est-ce pas? Pour l'opérateur, pour faire ce qu'on appelle dans les jargons anglais KYC, Know Your Customer. Et on peut aussi le dire Know Your Citizen. Ok? Tu ne peux pas gouverner si tu ne connais pas. Tu ne peux pas diriger une entreprise si tu ne connais pas tes consommateurs. Tu ne peux pas diriger un pays si tu ne connais pas tes citoyens. N'est-ce pas? On se précipite à aller aux élections pour gouverner qui quand on ne connaît pas ses citoyens. Aujourd'hui, avec des petits appareils comme les on peut engager 300 jeunes Congolais. On leur dote, on leur paye, disons, 10 000 francs par jour pendant un mois pour sillonner les pays avec des petits appareils Android où ils peuvent prendre, capturer les photos et les données des gens et envoyer dans le serveur principal. Vous pensez que ça va coûter 500 millions de dollars et que ça va prendre 6 mois pour faire cela? Non! Si les gens ne savent pas faire des choses, qu'ils donnent à ceux qui ont déjà réfléchi, ceux qui se sont préparés pour gouverner. C'est ce que nous disons. Ok? Donc, moi, si c'était moi,
le recensement ne prendra pas 3 mois. Parce que ceux qui font le télécom, qui vont me suivre, ils vont vous dire, nous pouvons créer un Access Point Network qui est dédié au recensement avec un réseau privé virtuel où nous utilisons tous les opérateurs télécoms qui couvrent 80% de notre territoire et engager les jeunes gens dans ces 145 territoires pour qu'ils puissent faire le recensement avec des téléphones Android. Mais ça ne va pas prendre 3 mois. Ce n'est pas l'avis du directeur général de l'ONIP, ça. Mais écoutez, je ne vais pas mettre en doute les capacités du directeur général de l'ONIP. Je ne suis pas venu ici pour cela. Mais j'ai discuté avec des Congolais qui ont déjà des gens qui investissent au Congo, qui ont des sociétés d'assurance et qui ont déjà fait les KYC pour les personnes qu'ils assurent. Ok, ils disent qu'ils ont déjà recensé, ils ont déjà des informations biologiques, biométriques de leurs clients et que les 500 millions qu'on est en train de demander, ça ne peut même pas faire 3 millions pour faire ces recensements-là. Il faut que les Congolais arrêtent de prendre tous les Congolais pour des idiots. Ok, chaque fois qu'on nomme quelqu'un dans une institution, pour lui, c'est une occasion pour se remplir rapidement les poches sans tenir compte de la qualité du service qu'il va fournir. Ok, donc moi je mets quiconque au défi, même gratuitement. Ok, même gratuitement, nous pouvons aider le gouvernement congolais à faire le recensement à moins de 3 mois. Et nous allons trouver les financements pour le faire. Et ça ne sera pas 500 millions. Mais comme on dit, occasion faisant les larrons, on doit recenser aussi la diaspora congolaise. Absolument. Absolument, c'est facile à faire. Quelqu'un peut télécharger une application, n'est-ce pas? Nous allons développer une application Android. Tu t'enregistres toi-même, tu mets ta reconnaissance faciale, tu mets ton fingerprint, ainsi de suite, ton identité, les numéros de ton passeport. Parce que je pense que les Congolais de l'étranger ont des passeports et que ces passeports-là sont biométriques, c'est-à-dire il y a une base de données ici au ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Ça sera vérifié. Si le numéro de passeport ne correspond pas aux empreintes digitales qui sont dans les serveurs du ministère des Affaires étrangères, ça sera rejeté. C'est tout à fait facile. Et puis, les listes des gens qui font des examens d'État nous montrent déjà que les gens viennent d'accomplir 18 ans, n'est-ce pas? Et nous avons le registre des morts, n'est-ce pas? C'est facile à faire toutes ces histoires-là. Il suffit seulement que les gens qui gouvernent ces pays soient réellement sérieux dans l'engagement qu'ils ont pris de faire le bien-être des Congolais. Ok, ce n'est pas prendre l'engagement de faire le bien-être des Congolais, mais en réalité, on veut faire son propre bien-être. Je le dis et je le répète ici dans cette émission, même gratuitement, moi je peux m'engager à lever des fonds et à offrir au gouvernement congolais une base de données de tous les citoyens congolais en moins de 3 mois, sans argent du gouvernement. Très bien. Je le dis clairement ici. Merci, ça c'est bien dit. Alors, on va aborder cette question relative, n'est-ce pas, à la grève des enseignants. Vous avez certes eu écho de toutes ces grèves qui se profilaient à l'horizon avant la rentrée scolaire, qui heureusement a fini quand même par avoir lieu, mais cependant, le gouvernement a rajouté 40 000 francs, disons 20 000 comme prime de brousse, ce qu'on appelle prime de brousse, plus 20 000 francs, c'est quand même une bonne volonté, n'est-ce pas? Et encore que le dialogue a repris entre le banc syndical et gouvernemental. Je n'aime pas quand même quand je parle. Ça c'est comment dirais-je, une expression congolaise, tant soit payé, quand même, ça ne veut rien dire. Il faut résoudre le problème et il faut être sérieux. Quand dans notre comment dirais-je, plan de campagne, il y avait les 12 engagements. Et un des engagements disait, il faut une tension salariale de 1 à 10 entre les derniers agents de l'État et les premiers agents de l'État. Vous vous rendez compte? Quel est le salaire du président de la République? Quel est le salaire du ministre? Quel est le salaire du député national? Et quel est le salaire du huissier? Il y a une inégalité qui ne dit pas son nom, alors que
nous nous engageons à pouvoir garantir ce qu'on appelle la justice sociale. Quand la justice sociale n'est pas appliquée dans la rémunération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des grèves? Parce que, comme je l'ai dit l'autre fois dans une émission, avant de lancer la gratuité de l'enseignement, il a fallu recenser les sources de financement de cette gratuité. Et des sources permanentes, pas des sources ponctuelles. Les États-Unis vont nous aider, mais ils vont nous aider pendant toute la période de la gratuité, où l'ONU va nous aider, et ainsi de suite. Mais maintenant, si les enseignants sont mal payés, comment ils vont garantir la qualité de l'enseignement? Aujourd'hui, nous sommes en train de balancer, n'est-ce pas, entre la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? Et si la qualité de l'enseignement est mauvaise à cause des grèves, à cause du fait que les enseignants sont mal payés, ils ont des soucis d'ordre personnel, nous sommes en train de détruire définitivement l'avenir de notre pays. Parce qu'en fait, ce sont ces gens dont l'éducation est bâclée qui vont nous remplacer demain. Voilà. Alors, il ne faut pas que les gens disent oui, c'est la mesure phare du président de la République, la gratuité de l'enseignement, et puis personne ne nous donne les statistiques. N'est-ce pas? Depuis que la gratuité de l'enseignement de base a commencé, quel est le taux de scolarisation par rapport à quand on est payé, quand il y avait le ministre a parlé de plus de 2 millions d'enfants qui ont rejoint le circuit scolaire. Je pose la question. 2 millions d'enfants représentent quel pourcentage de scolarisation par rapport à ce qui existait? Ça peut être 1%. Est-ce qu'on va sacrifier la qualité de l'enseignement à cause des 1% qui ont rejoint les écoles, à cause de la gratuité qui bâcle la qualité de l'enseignement? Bon Dieu. Quand je dis il faut rationaliser la gestion, ce n'est pas, je ne suis pas là pour critiquer, parler, pour que les gens voient qu'on critique. Non, on critique avec des données. N'est-ce pas? 2 millions d'enfants. Est-ce que ça vaut la peine que le fait d'avoir ajouté 2 millions dans les circuits d'enseignement de base puisse être la cause, n'est-ce pas, de la mauvaise qualité de l'enseignement qui aura l'impact très très négatif sur le futur du pays. Il ne faut pas non plus priver à ces 2 millions d'enfants-là le droit d'être scolarisés. Non, mais attends. Alors que la Constitution le prévoit. Non, la Constitution le prévoit, mais si ce n'était pas encore mis en place, parce que le source de financement pérenne n'était pas encore identifié. Là, nous sommes en train de faire, en fait, des choses populistes. Ok. Pourquoi il y a la grève? Et si l'enseignant entre, parce qu'il est forcé de venir, mais cet enseignant qui a des soucis de son enfant qui est malade, cet enseignant qui a des soucis de son loyer qui n'est pas payé, cet enseignant qui a des soucis du transport qui n'est pas garanti pour qu'il vienne demain à l'école, vous pensez que cet enseignant sera suffisamment concentré pour suivre les élèves comme il les suivait avant, pour garantir la qualité de l'enseignement? Mais justement, puisque vous parlez de la qualité de l'enseignement, qu'est-ce que vous avez à votre disposition comme élément qui vous garantit que depuis l'avènement de la gratuité, la qualité de l'enseignement a baissé? Mais nous avons... Qu'avez-vous comme élément? Non, écoutez, en dehors même, il faut voir seulement le pourcentage des enfants, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui faisaient 72%, ils sont descendus à 52%, nous avons des statistiques, ça sont des éléments réels. Oui, ça sont des éléments réels, ok. Et sur les 9 mois d'enseignement, c'est peut-être pendant 4 ou 5 mois que les gens étudient normalement, et le reste des mois, ce sont des grèves. Si, sur les 9 mois d'enseignement, vous n'étudiez que pendant 5 mois, vous pensez que la qualité est toujours la même? Non. Voilà. Donc, on n'est pas là pour applaudir quand il ne faut pas applaudir,
on est là parce qu'on aime notre pays et qu'on pense qu'il faut que les gens fassent des choses de façon sérieuse. Très bien. Dernière question, Ben Limba. Merci Cissé Traoré pour l'amabilité. Maintenant que nous en sommes à la deuxième année, parce que nous appliquons déjà cette mesure, pensez-vous qu'on doit reculer ou soit enlever cette mesure? On dit, bon, écoutez, parce que selon Daniel Chekom, on a échoué, on arrête la gratuité. Mais Ce serait faire mal à des milliers d'enfants. Non, je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien me suivre. J'ai dit, il faut identifier les sources pérennes de financement. Et entre autres, quand je dis ma deuxième option concernant la taxe des rames, c'est d'orienter justement, n'est-ce pas, de façon sérieuse, comme une source de financement, n'est-ce pas, dans la gratuité. Pas une partie, comme une source pérenne de financement de la gratuité. Donc, si on a échoué et qu'on est incapable d'identifier et de trouver des sources pérennes de financement, ça ne sert à rien de continuer, n'est-ce pas, quelque chose qui est en train de tuer l'avenir du pays. Mais si on est intelligent et que on peut se ressaisir en trouvant des sources pérennes de financement, on peut continuer. Très bien. Voilà. Dernière question, Solange Tomba. Oui, ma dernière question sera peut-être en dehors de tout ce qu'on est en train de dire ici. Comment appréciez-vous, n'est-ce pas, la question sur la réserve de change qui atteint une hauteur de plus ou moins 3,5 milliards de dollars? L'augmentation de la réserve de change, ce qui dénote de la maîtrise des questions économiques. Non, ce n'est pas la maîtrise des questions économiques. Ce n'est pas un hasard. Ok. La gestion ne se fait pas de façon hasardeuse. Quelles sont les sources de production locales, n'est-ce pas, qui ont grimpé pour que la République démocratique du Congo puisse, n'est-ce pas, produire suffisamment d'argent en réserve? Mais justement, nous exportons les minerais. Non, ce n'est pas ça, mais il faut regarder. Non, je ne vais pas entrer dans ces débats. Parce qu'en fait, tout le monde sait qu'on a pris l'argent reçu des fonds monétaires internationaux et puis ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Écoutez, je veux vous dire que ces réserves-là ne vont pas prendre beaucoup de temps parce que nous importons tout. Ok? Et donc les gens vont se débarrasser de leurs francs congolais très rapidement pour prendre cet argent acheté à l'étranger. Alors, il ne faut pas vous faire des illusions. Si nous voulons que la réserve d'échange puisse augmenter, nous devons accroître la production locale. Ok? Pour éviter de tout importer. Aussi longtemps qu'on importera tout, n'est-ce pas? On sera obligé de changer nos francs congolais en devises pour tout acheter et cet argent va disparaître. Merci, on arrive presque à terme de cette émission. Alors, pour conclure, un dernier mot. C'est toujours un plaisir de parler. J'insiste sur la rationalisation de la gestion et sur, comment dirais-je, le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Nous devons privilégier la démocratie. Et la seule façon de garantir et de privilégier la démocratie, c'est de respecter les lois qui régissent notre pays et la Constitution. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a un problème, sortir des cadres institutionnels pour de concilier en pile. Sinon, on est en train de tuer la démocratie. Ok? Et j'insiste que les gens qui ont la responsabilité, que le président de la République ne s'y mixe pas, qu'il soit le garant du bon fonctionnement des institutions, mais qui ne s'y mixe pas, n'est-ce pas, dans la gestion quotidienne des institutions, en train de trouver des petites solutions. Il doit faire respecter la Constitution. Il sera élu par la population congolaise par rapport à la réalisation de ses promesses de campagne, n'est-ce pas? C'est-à-dire vaincre la pauvreté. Il ne sera pas élu par le président de la Commission électorale nationale indépendante et il ne sera pas élu par la Cour constitutionnelle. Donc, qui ne mettent pas beaucoup d'énergie dans ces histoires. Et tout le monde qui l'oriente dans cette direction est en train de les mentir. Ok? Très bien. Voilà. Merci Alain Daniel Chekomba
Merci d'avoir été des nôtres. Madame, Messieurs, l'entretien d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous étions en direct sur Nouveau Congo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Solange Tomba, merci d'avoir été là. Merci, Cissé. Ben Limba aussi, merci d'avoir été là. Jean-Marie Luboya et Christopher Manzanza étaient à la technique. Restez branchés sur Nouveau Congo Télévision. À très bientôt.